On démarre cette cinquième session, hein, donc c'est autour de la remédiation, la réutilisation des sols pollués. Donc moi je suis Enrique Barrios, je travaille à l'INRA et je suis dans les conseils scientifiques des programmes d'IESOL. Donc moi je ne travaille pas sur la contamination, je travaille plutôt sur la contamination diffuse, hein, donc ma thématique de recherche c'est la dynamique des pesticides dans l'environnement. Et donc on verra qu'on va plutôt traiter des contaminations ponctuelles dans la session. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à cette session avec tout ce qu'on a vu dans les sessions précédentes, et en particulier hier et ce matin aussi. Hein, et on va voir que c'est une session qui présente un cadre applicatif de beaucoup de démarches, de concepts et de méthodes qu'on a pu voir dans des sessions précédentes. Et ce cadre applicatif, c'est vraiment pour une problématique très particulière, donc c'est les sols pollués, les sols contaminés. Et avec des questions spécifiques qui vont mobiliser des méthodes et des concepts qu'on a déjà vus. Hein, donc, tout ce qui touche la perception de ces sols, donc il va se décliner d'une façon très spécifique par rapport à des sols contaminés, la perception de ces sols, son insertion dans les territoires, donc c'est des questions importantes, avec tous les aspects sociaux, économiques et juridiques. Hein. Il y a des questions qu'on a vues un peu hier sur quel type d'outils pour une gestion durable de ce type de sols. C'est des sols particuliers, donc il faut des méthodes, des outils particuliers pour leur gestion. Il y a des questions autour de ce qu'on a vu hier sur la biodiversité. Biodiversité dans différentes connotations. Hein. Il y a la biodiversité en tant que propriété d'état des sols, hein, comment on peut caractériser cette biodiversité et l'état dans ce type de sols. Biodiversité en tant qu'indicateur de la qualité des sols et indicateur aussi des degrés de restauration de ces sols. Hein. Donc il y a une partie des choses qu'on va voir, c'est comment on peut remédier à ces sols contaminés. Mais aussi biodiversité en tant qu'un composant important pour des techniques de bioremédiation. On peut utiliser certains composants de la biodiversité pour accélérer la dégradation, en particulier des polluants organiques, ou pour jouer sur des techniques de phytoremédiation, ou pour jouer sur des méthodes d'atténuation naturelle. Et après, donc, il y a des questions qu'on a vues déjà ce matin hein, sur les fonctions des sols. Les fonctions de filtration, est-ce que ce type de sol, est-ce qu'il joue ce rôle et ce service de filtration ou est-ce que c'est des sources de contaminants malgré la stabilisation de ces contaminants dans ce type de sol? Des fonctions de production, c'est des choses qu'on n'a pas trop vues dans la session précédente, mais des productions de biomasse, hein, comment on peut utiliser ces sols pour la production de biomasse. Il y a des questions qu'on ne va pas trop traiter, mais des questions esthétiques, de comment on utilise ce type de sol au niveau des territoires pour la reconstruction des paysages. Et après, il y a d'autres questions qu'on verra dans la session après, hein, donc par rapport au rôle des archivages des sols. C'est un archivage un peu particulier, ce n'est pas du tout ce qu'on va voir dans la session d'après. Mais bon, si on a des sols contaminés, des sols pollués, c'est souvent l'archivage, c'est souvent une histoire récente hein, de l'utilisation de ces sols, soit au niveau industriel, soit au niveau de l'utilisation des fonctions épuratrices qu'on a peut-être par rapport aux eaux usées, par exemple, qu'on a peut-être un peu trop exploité pour certains types de sols. Donc on voit un peu le contexte général de ces sessions. Oui, bonjour, je suis Aurélien Louis et donc je travaille au sein du ministère de l'écologie et je m'occupe principalement de la politique nationale en matière de sites et sols pollués, donc à la fois dans ses aspects réglementaires, dans ses aspects méthodologiques et également dans ses aspects d'intervention publique, puisque parfois il y a des interventions publiques visant à la dépollution de sols lorsque les responsables sont défaillants. Voilà, donc j'apporterai peut-être une vision un peu plus, je dirais, opérationnelle du sujet, mais ce qu'il est intéressant de constater dans la composition des présentations qui vous seront faites et des projets de recherche qui vous sont présentés, c'est qu'ils sont tout à fait en lien avec des problématiques techniques et je dirais explorent bien les marges des questions qu'on se pose en matière de traitement des sites et sols pollués. Alors aussi bien en matière d'usage alternatif des sols, c'est le cas du projet Ressacor, hein, comment est-ce qu'on passe de culture agricole à des cultures énergétiques, aussi
bien en termes de reconstruction des fonctions écologiques de sols qui ont été dépollués via la création de technosols, c'est le cas du projet Biotechnosol, que les questions de remédiation naturelle des sols, et c'est le cas du projet Multiple Sites. Donc voilà, donc 3 sujets tout à fait en lien avec des problématiques très concrètes qui se posent dans le cadre de la réhabilitation des cités sols pollués. Et je pense que, si vous en êtes d'accord, on peut commencer directement par le premier projet. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du projet intitulé Multiple Sites, qui est un projet dédié à l'étude des milieux fortement anthropisés qui présentent une contamination multiple. Et l'objectif de ce projet, qui a démarré en 2005, notamment par la mise en place de parcelles in situ, et qui ensuite a été soutenu par l'ANR entre 2008 et 2014, ce projet avait comme objectif d'étudier in situ et sur le long terme, c'est-à-dire au-delà des études qui se font couramment sur quelques mois, voire quelques années, donc une étude du devenir et des conséquences environnementales d'une contamination multiple d'un sol. Ce projet a regroupé un certain nombre de laboratoires, 4 laboratoires de l'Université de Lorraine, du CNRS, l'INRA et un laboratoire de Strasbourg. Les intitulés des laboratoires ont évolué depuis, mais ce n'est pas grave. Et je n'ai pas j'ai mentionné les principaux participants sur ce transparent, et non pas tous. Il y a eu un grand nombre de personnes impliquées dans ce projet. La problématique générale, c'est la question de la contamination de sol due à des activités industrielles souvent passées, donc des contaminations historiques qui peuvent être anciennes, qui se traduisent par une pollution qui est complexe et souvent qui associe des pollutions métalliques et des pollutions organiques, notamment par exemple dans le cas des coqueries, des usines à gaz. Donc une contamination organique par exemple par des polluants comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques dont je parlerai pas mal dans cette présentation. Donc face à cette situation qui représente des surfaces considérables de sols qui sont souvent délaissés, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le devenir de ces contaminations sur le long terme, si on laisse effectivement ces sols sans rien en faire, quel est le potentiel impact des polluants qui sont présents et l'évolution de cet impact au cours du temps, et quelle est éventuellement la toxicité associée. Une deuxième question qu'on peut se poser, c'est, alors certains sols sont laissés en l'état, mais dans certaines situations, on est amené et on a une obligation de faire de la remédiation, d'éliminer la concentration, de diminuer la concentration des polluants, et on peut envisager des techniques qui ménagent plus les propriétés des sols, qui sont les techniques biologiques, qui utilisent la biorémédiation ou la phytorémédiation. Mais on a aussi la nécessité de prendre en compte la restauration des propriétés des sols, autre que l'élimination de la présence de la pollution. Et tout ça, tous ces différents objectifs nécessitent une bonne compréhension du fonctionnement de ces milieux qui sont contaminés, avec une contamination multiple, mais aussi une connaissance des propriétés, des caractéristiques des sols après un éventuel traitement de remédiation. Il ne s'agit pas uniquement d'éliminer la pollution, mais aussi de savoir comment vont pouvoir fonctionner ces sols après un traitement de décontamination. Donc le projet Multiple Sites avait pour objectif de prendre en compte ces différents aspects avec une étude intégrée sur le long terme. Donc vous avez vu, on est à peu près à une dizaine d'années maintenant. Et on voulait se placer dans un contexte d'atténuation naturelle, c'est-à-dire sans forcément appliquer des traitements drastiques de remédiation, mais une atténuation naturelle éventuellement assistée par l'introduction de végétation, donc une atténuation naturelle assistée par des plantes. Et on s'est placé dans 2 situations. La première qui est de considérer un sol contaminé avec une contamination mixte et de s'intéresser au même sol après un traitement par désorption thermique qui consiste à chauffer le sol pour en éliminer essentiellement les polluants organiques, mais qui contribue aussi à modifier d'autres propriétés des sols que la présence de contaminants. Et sur ce projet, on a abordé ces questionnements par une approche pluridisciplinaire,
en s'intéressant d'une part aux polluants, mais aussi aux caractéristiques physico-chimiques et biologiques du milieu. Et donc avec des analyses 2 fois par an in situ des polluants, de leur concentration totale, mais aussi de leur disponibilité, de leur toxicité, avec une analyse des solutions qui ont été récupérées, des végétaux, soit des végétaux spontanés, soit des végétaux introduits, des micro-organismes et également de la faune, avec prise en compte des aspects diversité et fonction. Ce projet a reposé sur un dispositif de parcelle expérimentale mis en place, comme je l'ai souligné tout à l'heure, en 2005 sur la plateforme expérimentale du GIS sur les friches industrielles à Aumécourt. Il s'agit du lieu de 2 anciennes coqueries successives. Donc vous avez ici ces 24 parcelles qui contenaient, vous le voyez dans le tableau du haut, le sol contaminé était contaminé en HAP, en hydrocarbures aromatiques polycycliques, à peu près 2 grammes par kilo, mais contenait aussi des teneurs en métaux, en zinc, cadmium, plomb, chrome. Et vous avez en dessous les teneurs de ces mêmes éléments dans le sol qui a subi un traitement par désorption thermique. Et vous voyez que ce traitement diminue de manière très significative la teneur en polluants organiques, en HAP, mais n'affecte pas la teneur en métaux dans ce sol. Et puis on avait donc un certain nombre de traitements sur ces parcelles, avec des traitements sans plantes, avec plantes, en laissant soit la végétation spontanée recoloniser ces parcelles, soit en introduisant un certain nombre de plantes, comme de la luzerne ou une plante hyperaccumulatrice, et également en introduisant un traitement supplémentaire qui est une inoculation par des champignons mycorhiziens. Et puis, donc, des parcelles avec le sol traité par désorption thermique, plantées avec la luzerne et inoculées avec un champignon mycorhizien. Et donc, les analyses ont été faites 2 fois par an, à l'automne et au printemps, sur ces différentes parcelles. Quelques résultats, tout d'abord sur la teneur en polluants, qui était quand même le premier questionnement qu'on voulait suivre. Vous avez ici une série de courbes qui vous montrent l'évolution au cours du temps de la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et vous voyez que globalement, on a une diminution de cette concentration dans tous les traitements, en absence ou en présence de plantes, mais sans mettre en évidence de différences significatives en présence ou en absence de plantes. Et ce résultat, on l'a pu l'expliquer en s'intéressant aux figures du bas de cette diapositive, puisqu'on a représenté dans le diagramme de gauche en bas les teneurs en HAP, les 16 HAP qui sont communément analysés, avec les HAP à 2, 3, 4 ou 5 cycles. Et puis, il s'agit ici des teneurs en HAP totaux, alors que dans la figure de droite, il s'agit de la même représentation, mais on a ici estimé les concentrations en HAP disponibles, potentiellement dégradables, qu'on a estimées par une technique d'extraction sur une résine. Et vous voyez que les courbes ont la même allure, sauf que l'échelle est totalement différente, puisqu'ici on est à peu près à 600 mg par kilo pour les HAP totaux, et pour les HAP disponibles, on est à 7. Donc on est à peu près 1 à 2% de ces HAP qui étaient disponibles, potentiellement dégradables, dans ces sols, ce qui peut expliquer que finalement on a une très faible évolution de la concentration en contaminants au cours du temps dans ces sols qui ont une pollution historique déjà ancienne. On a récupéré un grand nombre de données biologiques, puisqu'on s'est intéressé aux bactéries, aux champignons, à la faune, à la mésofaune, à la mégafaune, donc et également à la diversité de ces organismes, mais aussi à leur activité. Et ces diagrammes ici, qui peuvent vous paraître un peu compliqués, ont pour objectif de synthétiser l'ensemble de ces données, et notamment de comparer sur la figure du haut des parcelles sans plantes avec ici toutes les parcelles qui présentaient une végétation, et d'expliquer cette différence entre ces parcelles par un ensemble de paramètres parmi ceux qu'on a mesurés. Et cette figure nous permet de montrer qu'en absence de plantes, on observe, en présence d'une végétation sur ce sol contaminé,
On observe une plus grande abondance de champignons, de la faune, de bactéries capables de dégrader les polluants qui étaient présents, et on montre également une activité enzymatique, donc une activité de ces organismes plus élevée qu'en absence de plantes. Le même schéma sur la figure du bas compare cette fois les parcelles qui contenaient de la terre traitée par désorption thermique avec les autres parcelles qui contenaient le sol contaminé. Et cette fois, si on les compare et qu'on s'intéresse aux différents paramètres qui expliquent ces différences, eh bien, on peut en conclure que le sol qui a subi un traitement par désorption thermique présentait lui aussi une densité des micro-organismes, une densité de bactéries, de champignons et de la faune qui était élevée, c'est-à-dire que le sol a été recolonisé par les organismes vivants, mais en revanche, on observait une activité enzymatique plus faible sur ce sol qui avait subi un traitement par désorption thermique. Donc si on en vient aux conclusions globales de ce projet, on a donc souligné et montré une diminution lente des teneurs en polluants organiques dans ces sols. C'est l'effet atténuation naturelle. En revanche, on n'a pas observé d'effet plante et, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la possibilité d'utiliser ici la bio ou la rhizodégradation, l'utilisation des plantes, a été très fortement limitée par la très faible disponibilité de ces polluants. Par ailleurs, on a observé également une toxicité significative des eaux qui ont percolé sur les terres, donc qui nous indique la nécessité de suivre ces polluants au cours du temps et sur le long terme, et également de suivre la biodisponibilité des polluants sur le site. Par ailleurs, on a observé une dynamique de colonisation de ces écosystèmes, de ces sols fortement contaminés et des sols du sol qui avait subi un traitement de remédiation. Et on a mis en évidence la présence de plantes a un impact très fort sur cette dynamique d'évolution, de recolonisation par les organismes vivants, et un fort impact sur la biodiversité et le fonctionnement du sol, et par ailleurs qu'on pouvait observer une réduction de l'impact potentiel de cette toxicité qu'on avait observé dans certaines des parcelles. Donc ce projet nous a conduit à considérer qu'on pouvait avoir une évolution de ces paramètres de toxicité, une diminution bien sûr des pollutions, en tout cas organiques au cours du temps liées à ces phénomènes d'atténuation naturelle, et que par ailleurs on observait une restauration finalement des caractéristiques biologiques de ces sols par une recolonisation de ces milieux et création finalement d'écosystèmes un peu particuliers qu'il est nécessaire de suivre sur le long terme. En termes de valorisation de ce projet et de perspective, ce projet nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces sols très anthropisés et de ces contaminations multiples, et non seulement uniquement le devenir de ces contaminants, de leur disponibilité, mais aussi la relation entre la contamination et la biodiversité, et en s'intéressant à la fois à la flore et à la faune, ce qui était relativement peu connu jusqu'à présent, en tout cas pas sur des périodes aussi longues. Ça nous a conduit à proposer, et c'est la démarche qu'on développe actuellement dans le GISFI, dans le GIS sur les friches industrielles, de considérer un observatoire sur le long terme de ces milieux fortement anthropisés, pour effectivement pouvoir regarder, pas uniquement sur quelques mois, sur quelques années, mais sur un temps plus long, comment évoluent ces milieux très particuliers. Et le deuxième point, c'est la possibilité qu'on peut envisager à partir de ces milieux qui parfois sont très contaminés et vont nécessiter un traitement de remédiation, mais parfois peuvent être moins, voire pas contaminés, et qu'on peut envisager de valoriser pour différents usages, comme des usages pour la biomasse non alimentaire, pour la production de fibres, et finalement faire de ces milieux une ressource. Et donc vous voyez en bas l'évolution des différents processus qu'on peut suivre. Si au
au départ de la prise en compte de ces contaminations dans ces sols, on avait comme objectif de caractériser la pollution, son impact, puis de s'intéresser essentiellement à la rémédiation de la pollution. On peut associer maintenant la nécessité et la prise en compte de la restauration des propriétés de ces sols, propriétés physico-chimiques et biologiques, et leur refonctionnalisation et l'utilisation de ces milieux, de ces délaissés pour remplir des services écosystémiques et pour d'autres usages qui permettent de réserver peut-être les usages agricoles à des sols plus riches. Et vous avez aussi quelques posters sur des détails si vous voulez suivre un peu plus ce projet. Merci. Patrick Andrieux de l'INRA. Je voudrais savoir comment vous gérez, je suppose qu'il existe une forte variabilité spatiale des contaminants sur des sites, des friches industrielles comme ça. Et quand je vois la taille des dispositifs sur lesquels vous essayez de mettre, par exemple, en évidence un effet plante, je sais pas, je m'interroge un peu sur l'adéquation. Comment vous gérez ça? Je suppose qu'il n'y a pas que dans votre site qu'il doit y avoir ce problème-là. Alors, c'est vrai que ces milieux-là sont très, très hétérogènes. Le dispositif de parcelles sur lequel on a travaillé là, ce sont des parcelles reconstruites, c'est-à-dire qu'on a fait un cartage et une homogénéisation avant de mettre en place le dispositif pour effectivement limiter l'hétérogénéité. Et par ailleurs, sur la plateforme du GISFI, on travaille beaucoup sur des parcelles de différentes tailles, mais c'est vrai que si on veut montrer quelque chose, il faut essayer de limiter cette hétérogénéité. Alors, vous avez déjà répondu une partie de ma question. Je suis une doctorante à l'établissement public foncier à Normandie et justement, ça intéresse beaucoup sur la question de phytorémédiation sur notre site friche, souvent longtemps à attendre. Donc ma question, ça c'est la première question, vous avez déjà répondu sur le... Parce que souvent on trouve après la démolition et les terrains sont remis en place avec certaines terres, soit en rapport de terre végétale de 30 cm, soit dans un état naturel. Mais une deuxième question, c'était comment on dit, les végétations envahissantes se sont arrivées sur le site. Est-ce que sur votre expérimentation, vous avez aussi le même type de plante qui va arriver sur votre parcelle? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est est-ce que vous avez constaté une certaine, comment on dit, des valeurs de concentration, c'est-à-dire à partir de quelle concentration de contaminants que vous pouvez commencer à essayer ce type de traitement naturel, parce que souvent on le traite avec les biopiles. Après, ce type de traitement de biopiles qui descend un certain seuil et puis après il s'arrête. Donc est-ce que vous avez aussi posé ce type de questions? Merci. À la première question, on avait un certain nombre de parcelles sur lesquelles on a laissé la végétation spontanément coloniser le milieu. Et effectivement, on a eu des plantes envahissantes. On a eu du solidage, on a vu une succession de cette végétation. C'est-à-dire qu'on a, là aussi, on a vu l'intérêt de regarder ce qui se passait au cours d'une dizaine d'années, parce qu'on a eu, au bout de 2 années, du solidage qui est arrivé, et ensuite, elle a été remplacée par d'autres végétations. Donc oui, il y a une végétation spontanée qui s'intéresse, qui s'installe, qui colonise très bien le milieu et qui peut être envahissante. Pour la deuxième question, on a travaillé sur des sols qui avaient une concentration, vous avez eu de l'ordre de 2 grammes par kilo. Et il se trouve que sur le site, dans l'ancienne coquerie, et ils ont effectivement fait un traitement par biopile, un traitement par désorption thermique, en fonction des concentrations initiales de HAP dans le milieu. Et on s'est donc intéressé à des sols qui avaient une concentration moyenne, qui n'avaient pas été traités par biopile. Mais actuellement, on a des travaux d'autres projets sur lesquels on travaille avec des terres traitées par biopile. Et dans ce cas-là, on a des concentrations HAP qui sont 10 fois plus faibles que ça. Donc, la présentation suivante, ça sera faite par Isabelle Lamy de l'INRA et autour du projet RESACOR. Merci.
Merci aussi pour l'invitation pour présenter ce projet, ce projet donc financé par l'ANR. Merci aussi à Corinne d'avoir bien introduit ma présentation, puisqu'effectivement, je pense que si Corinne était à un bout des contaminations des sols, moi je suis plutôt à l'autre bout, c'est-à-dire des sols qui sont des sols agricoles, contaminés, mais de la contamination diffuse. Ça n'a rien à voir avec des friches industrielles, c'est une petite contamination. Donc projet Résaccord, reconversion des sols agricoles contaminés, impact des cultures à vocation énergétique sur la biodisponibilité des éléments en trace et relation avec la réponse des organismes du sol, avec 7 partenaires, INRA, Versailles, Dijon et Mons, des partenaires du CNRS Paris et Lyon, AgroParisTech et puis des universités Paris, Rouen et Lyon. Donc le contexte, effectivement, ce sont des surfaces agricoles contaminées, dont la vocation alimentaire est remise en question. Mais je répète, c'est pas du tout des friches industrielles. Elles continuent encore à être cultivées à vocation alimentaire. Par contre, d'un autre côté, donc à l'époque où a été écrit le projet, c'était en 2008, on parlait beaucoup de ces plantes à forte biomasse, bien évidemment, et il y avait donc l'utilisation de surfaces agricoles qui, elles, étaient fertiles et non contaminées. Donc une des questions qui s'était posée au moment de l'écriture de ce projet, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire du gagnant-gagnant aussi pour les sols en utilisant ces surfaces agricoles contaminées dont la vocation alimentaire était remise en question pour ces plantes à forte biomasse. Si on pose cette question, c'est qu'en fait, dans cette perspective-là, quand on utilise les sols agricoles contaminés, la problématique, c'est pas la contamination, c'est pas le fait d'introduire un polluant. Ça va être le facteur qui va tout driver, c'est bien le fait de changer, de faire un changement d'occupation des sols. Or, on manquait de données sur l'impact de changement d'occupation des sols, sur l'écodynamique et l'écotoxicité des polluants dans le sol. Alors qu'on en a beaucoup, bien sûr, sur ces impacts dans le cas des sols non contaminés. Bien sûr, ce qu'il y a derrière, c'est la gestion durable des sols pollués, et je pense que c'est une des questions qu'on va nous poser à nous, scientifiques, de plus en plus, c'est comment on fait pour cultiver des sols pollués. Donc là, je me positionne tout de suite dans le cadre du miscanthus, qui était donc la plante qui avait été choisie dans ce projet. Donc on passe bien d'une culture annuelle à une culture pérenne. Ça veut dire que on passe d'une façon de labourer le sol à une culture pérenne. On ne laboure plus le sol. Donc on a la formation d'un gradient, de pH, gradient de matière organique, puisque c'est le miscanthus. Donc on a formation d'un mulch, on a des variations d'humidité, etc. Donc tout ça sur un sol contaminé. Donc ces différences de pratiques culturales vont entraîner un certain nombre de modifications. Donc nous, on a travaillé sur l'hypothèse, la double hypothèse. On a considéré le sol à la fois comme un réacteur physico-chimique et le sol comme une somme d'habitats. Pas très bien. Donc, en tant que réacteur physico-chimique, notre hypothèse sur laquelle on a travaillé, c'est que cette plante va amener des matières organiques différentes dans le sol, parce que c'est une plante en C4 qui utilise beaucoup le CO2 de l'atmosphère et qui donc en remet autant dans le sol. Ça va entraîner des variations de propriétés physico-chimiques, des variations de liaison avec les métaux, donc une variation de biodisponibilité avec les métaux. Donc pollution métallique dans ce cas-là. Et puisqu'on change de pratique culturelle, on va changer la qualité de l'habitat et une hypothèse sur on va changer peut-être la sensibilité de réponse des organismes du sol. Donc l'objectif de ce projet, identifier les conséquences de ce changement de pratique sur la qualité et le fonctionnement de sols contaminés. Donc comme on a travaillé rapidement, on a comparé donc on a travaillé chez des agriculteurs volontaires sur deux types de sites, deux types de pollution. Et on a donc comparé des parcelles qui étaient en culture annuelle avec des parcelles qui ont été plantées en miscanthus au moment du projet, donc avec l'aide des chambres d'agriculture. Donc je vais faire simplement le focus sur 3 résultats, puisque c'était la commande ici. Premier type de résultat, la culture de miscanthus, est-ce qu'elle modifie le devenir et la biodisponibilité des métaux du sol?
Donc ici, vous avez un résultat qui vous montre l'incorporation du carbone organique qui provient du miscanthus. Hein. Donc, comme c'est une plante en C4, on a pu suivre l'incorporation du carbone qui provient directement du miscanthus. Hein. Et on montre dans le temps du projet, hein, qui est un temps très court de 4 ans, on voit très bien dans les matières organiques particulières ici, l'incorporation du carbone provenant du miscanthus par rapport au carbone du sol. Donc on a bien une signature du miscanthus, et ce on s'est aperçu aussi, c'est que cet apport de carbone, était lié aussi à un enrichissement en cuivre en particulier, mais pas en zinc. Donc déjà une différenciation par rapport au type de métal que l'on suivait. Ensuite, en ce qui concerne la disponibilité des métaux, donc là on n'est plus dans la biodisponibilité, on est bien dans la disponibilité, c'est-à-dire quelque chose qui est obtenu par rapport à une extraction chimique qui est censée donner une indication sur la biodisponibilité. Donc on a pu montrer que dans ce cas-là, dans ce cas-là, donc on avait donc là on a les teneurs extractibles en fonction de ici pour la culture annuelle et ici sous miscanthus. On avait une diminution significative de la disponibilité, donc de l'extractabilité du cuivre, mais pas pour celle du zinc. Donc voilà, on a ici un résultat qui nous montre, donc dans un cas particulier, hein, un effet du miscanthus sur les deux questions qu'on se posait, disponibilité et puis modification sur les intrants organiques. Deuxième type de résultat, la culture de miscanthus, est-ce qu'elle modifie le fonctionnement biologique du sol ? Donc là, on avait pris comme indicateur des activités enzymatiques. Ici, on a le résultat, par exemple, sur l'activité uréase du sol. En fonction, ici, donc en vert clair, la culture annuelle. Ici, une culture de miscanthus et ici, une culture de miscanthus qui avait 2 ans de plus. Donc ça, la première année du projet, ici la deuxième année du projet et ici la troisième année du projet. Ce qu'on voit rapidement hein, dans ce type de graphe, c'est que le fonctionnement biologique du sol est significativement plus important sous la culture pérenne de miscanthus que sous la culture annuelle. Troisième type de focus sur un résultat, la culture du miscanthus, est-ce qu'elle modifie le fonctionnement biologique du sol, mais cette fois-ci à l'échelle des micro-organismes. Donc des analyses sur la composition des communautés bactériennes et de champignons ont été faites, donc sans regarder les figures. Simplement, donc ici, au niveau des bactéries sous culture annuelle sur ce type de sol donc contaminé, on avait des genres majoritaires qui étaient signatures de sol pollué. Par contre, sous miscanthus, on observait très nettement des différences significatives de composition des communautés bactériennes. Ici, par exemple, orientées plutôt vers des stratèges R et aussi augmentation des rhizobiales. Par rapport aux champignons, sous culture annuelle, le genre majoritaire dans ces sols contaminés, typique de sols cultivés, plutôt saprotrophe. Et par contre, sous miscanthus, on a observé des différences significatives de composition, plutôt orientées vers le type symbiose ou vers le type lié aux racines. Je vous rappelle que le miscanthus est une plante à rhizome. Donc, au final, ce qu'on peut conclure, c'est que 4 ans de culture pérenne ont vraiment modifié la composition des communautés, des micro-organismes. Si on fait un petit focus sur les macro-invertébrés, parce qu'on a regardé les micros, les mésos et les macro-invertébrés, rapidement, donc en nombre d'individus en fonction du type de parcelle. On a ici les résultats pour les animaux qui vivent en surface et là pour les animaux qui vivent dans le sol. Et cette fois-ci, là, on a comparé avec un site non contaminé, le site INRA de Mons, dans lequel il y a des expérimentations de miscanthus. Et puis donc les deux sites qui étaient étudiés dans cette étude, donc le site Métal Europe et puis le site de Pierrelet entre autres. Donc on s'aperçoit que pour les animaux vivant en surface, entre culture annuelle ou culture pérenne, il n'y a pas de différence significative. Par contre, on observe vraiment des différences significatives sur les animaux qui vivent dans le sol. Et dans le cas, par exemple, de Pierrelet, le nombre d'individus était multiplié par 10. Dans le cas de Métal Europe, il était multiplié par 3. Et ça veut dire quoi, évidemment, puisque quand on met une plante, ça modifie, quand
on passe en culture pérenne, ça change quelque chose, vu qu'on ne laboure plus. Ben, si on compare avec le site non contaminé, hein, on avait une multiplication par 2. Donc on a quelque chose de plus grand dans le cas des sites contaminés. Donc en gros, ça veut dire que la contamination n'empêche pas le fait de revenir pour les animaux. Donc pour conclure, donc ma question c'était bien, est-ce que j'ai un impact de ma culture de miscanthus? Oui, j'ai un impact significatif sur de nombreux paramètres qu'on a choisi de suivre, géochimiques, écologiques et agronomiques. En géochimie, on a bien une modification de la dynamique des contaminants. Pour faire simple, et ça ne va pas l'être, ça dépend des métaux, ça dépend des sols, donc c'est pas simple. En termes écologiques, on a bien une modification de la dynamique des communautés et elle est plutôt dans le sens d'une stimulation, avec des effets positifs bien sûr sur une capacité d'accueil du milieu, mais on a relativement peu de modifications de diversité fonctionnelle. Ça veut dire qu'on a plus d'individus, mais en gros ils font la même chose. Et en termes agronomie, donc parce qu'on a quand même, donc c'était très orienté sol, hein, mais on a quand même suivi bien sûr ce qui se passait au niveau de la plante. Donc très rapidement, hein, le potentiel de production de miscanthus sur sol pollué, il n'est pas affecté par la pollution. C'est quand même assez connu que le miscanthus avait plutôt une stratégie d'exclusion, donc on n'a effectivement pas observé de phytoaccumulation, donc il n'est pas du tout question d'utiliser miscanthus dans un terme de remédiation, hein, mais plutôt de réutilisation dans le paysage d'un sol pour donner un revenu à un agriculteur. Hein. En fait, voilà, j'ai mis dépend de l'usage final, oui, c'est parce que j'avais une autre idée en tête, c'est qu'en fait, même s'il n'y a pas de phytoaccumulation, ça pousse quand même sur un sol pollué, donc il y a quand même des métaux qui rentrent dans le végétal, donc suivant l'usage qu'on va en faire par la suite, il faudra quand même surveiller. Et tout ça sur les 4 ans du projet. Ça veut dire que c'est vrai que sur le long terme, ça serait tout aussi intéressant de continuer à suivre. Donc valorisation, hein, valorisation académique, une dizaine d'articles publiés à ce jour. Ce qui a été très intéressant dans ce projet, c'est les échanges avec les chambres d'agriculture, hein, à la fois du Nord et Île-de-France, des échanges de données, des échanges de savoir-faire et des conseils en lien avec les problèmes d'aménagement de leur territoire qui incluaient ces sols agricoles contaminés. Hein. Métal Europe, c'est autour de l'usine Métal Europe. Donc Île-de-France, c'est les sols qui sont autour de la ville de Pierrelet. C'est vraiment un problème d'aménagement et leur question pratique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces sols? Est-ce qu'on peut continuer à les cultiver? Et puis acquisition de données de référence hein, sur des sols agricoles qui sont faiblement contaminés de façon chronique et sur le long terme avec des réflexions sur leur gestion durable. Voilà. Alors d'autres aspects sur le projet, hein, puisqu'on avait donc 4 groupes de travail, un groupe de travail biodisponibilité et toxicité, un groupe de travail interaction entre les organismes et le milieu, un groupe de travail effet des organismes sur le fonctionnement du sol et un groupe de travail production des cultures énergétiques. Donc si vous voulez qu'on en discute par la suite, ça sera avec plaisir. Je vous remercie. Je me permets de peut-être poser les premières questions, enfin 2 premières questions. Donc un de vos sites d'études était le site de Métal Europe, dont les pollutions principales étaient des pollutions, enfin sont des pollutions au plomb et au cadmium. Vous n'avez pas montré dans votre présentation de résultats sur la biodisponibilité, enfin sur l'évolution de la biodisponibilité du plomb et du cadmium. Donc ma question c'est est-ce que vous en avez et quels sont-ils? Qu'est-ce que montrent vos travaux sur la biodisponibilité du plomb et du cadmium, enfin l'effet de la culture du miscanthus sur leur biodisponibilité? Et ma deuxième question fait écho à ce que vous disiez plutôt en conclusion de votre présentation sur les usages possibles du miscanthus et le fait que le miscanthus, sans être une plante accumulatrice, allait quand même contenir des métaux issus des sols. Est-ce qu'il y a eu des quantifications de cet effet-là dans votre projet ou par ailleurs, et qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors sur la première partie de la question, biodisponibilité, donc en suivant les normes, et si on veut parler d'extraction, enfin, bon, j'ai plusieurs types de réponses, mais en gros, de toute façon, les métaux sont biodisponibles. Après, on peut parler plus ou moins vis-à-vis d'un autre type de site, etc. Donc ça, j'ai des données, elles sont publiées, on peut en discuter. De toute façon, cadmium sera toujours plus biodisponible que les autres métaux.
hein, je ne sais pas si c'était ça. Et la pollution Métal Europe, c'est surtout plomb et zinc, cadmium étant plutôt comme quelque chose qui était une impureté. Hein. Et plomb et zinc, oui, ils sont largement biodisponibles. Les sols sont riches en matière organique, mais c'est une matière, enfin, globalement, il y a... Oui. Sur l'effet de la culture du miscanthus sur l'évolution des biodisponibilités, ça modifie et ça va modifier différemment suivant qu'on a affaire à plomb, à zinc, à cuivre ou à cadmium. C'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que en fait, là ce que j'ai montré justement, c'était Métal Europe. Donc là, le fait d'introduire une nouvelle matière organique va diminuer la biodisponibilité du cuivre, par exemple dans ce cas-là. Hein. Et par contre, on n'a pas pu le montrer pour celle du zinc parce que la matière organique, visiblement, ça n'intéresse pas, elle ne modifie pas celle du zinc. Hein. Alors que sur l'autre site, c'était l'inverse. Elle a augmenté la biodisponibilité du cuivre. Pour une autre raison, parce que c'était déjà un site très riche en matière organique, donc l'ajout de matière organique n'a rien fait. Voilà, enfin, si on veut parler un peu mécanisme. Il y avait juste une autre question. Oui, alors là je l'ai pas là, mais j'ai un très beau tableau qui montre que dans la littérature, quand les plantes poussent sur des sols normaux, on n'a pas de données sur les métaux, parce que je vois pas pourquoi on dépenserait de l'argent à le faire. Donc du coup, on en a très peu. Par contre, celle qu'on a montre que les teneurs en miscanthus, vu que la gamme est large, la fenêtre est large, on est complètement dedans. Donc on peut très bien se servir de ce tableau pour dire les teneurs sont normales. Oui, bonjour, Jean-Claude Marcus, Association française pour l'étude du sol. Ma question est dans le prolongement de celle qu'a posée Aurélien Louis, mais elle concerne peut-être plus précisément la zone charbonnière de Forbach et puis Pierrelet. Alors à Pierrelet, on a énormément de métaux lourds et très variés. Si vous faites une culture énergétique, c'est très probablement avec le miscanthus en vue d'une méthanisation, et donc on a le problème de ce qu'on retrouvera et de ce qu'on ne retrouvera pas dans les digestats. C'est un vrai problème, parce que si vous avez la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise qui passe à la méthanisation du fait de son gisement très important de biodéchets, on peut voir que le miscanthus, qui est méthanogène à condition d'avoir les bons co-substrats, pourrait être, pour cette plaine de Pierrelet, qui pose toutes sortes de problèmes, pourrait être une ressource. Sauf si l'apport paraît satisfaisant, mais que l'emport ne trouvera pas de débouché, c'est-à-dire sauf si nous avons des digestats. Et d'ailleurs, on faudrait faire la différence entre les liquides et les pâteux, mais peu importe. Sauf si nous avons des digestats qui sont trop chargés en métaux lourds, ne serait-ce que par comparaison à des bouts de stations d'épuration qui sont proches, puisqu'on a le SIAP à côté. Dans le cas de Forbach, on a une grosse installation de méthanisation, qui est celle du SIDEM, avec une ébauche d'économie circulaire. Mais il est clair qu'une culture du miscanthus peut apporter un plus dans le fonctionnement du méthaniseur, mais se pose à nouveau le problème de ce qu'on ressortira dans les digestats. Et je me permets de vous poser cette question parce que je pense que c'est la clé en fait du débouché de votre étude. Tout à fait. Donc, je pense qu'il faut relativiser. Hein. À Pierrelet, il n'y a pas énormément de métaux. Ils sont très nombreux, mais il y en a pas. Enfin, les teneurs ne sont pas fortes. Hein. Et quand on compare, par exemple, la teneur en cuivre du miscanthus de Pierrelet, où là, il y a quand même une bonne pollution en cuivre par rapport au miscanthus qui a poussé à Métal Europe, où il y a zéro pollution de cuivre, c'est exactement la même teneur. La même teneur en cuivre du miscanthus est la même, hein, par exemple. Donc, ça veut dire que miscanthus a vraiment une stratégie d'exclusion. Ce que moi je dis, c'est qu'à la limite, moi je chipote en tant que scientifique. Pour moi, 1, c'est pas pareil que 3. Hein, on est bien d'accord. Par contre, après, pour une utilisation ultérieure, 3, ça reste toujours inférieur à 5. Et si la norme est à 5, etc. Voilà. C'est ça que je disais hein, dans mon explication. Hein. Donc c'est Jérôme Corté qui va nous présenter les résultats des projets Technosol, financés par GESOL. Merci beaucoup. Donc effectivement, c'est un projet qui a été financé par GESOL, donc je remercie beaucoup effectivement le comité scientifique de GESOL d'avoir choisi ce projet. Donc c'est un projet multipartenaire qui a été piloté à l'époque par l'Université de Lorraine dans le cadre du groupement d'intérêt scientifique sur les friches industrielles. Bon, le contexte a déjà plus ou moins été présenté par Corinne Léval, en fait, puisque on est sur le même site, sur le site d'Omécourt. Donc le contexte, c'est effectivement des sites qui sont dégradés, qu'il faut restaurer,
par des activités qui ont été dégradées par des activités industrielles, donc avec des pollutions, avec des sols qui sont complètement transformés par tout un tas d'activités diverses et variées. Donc transformés à la fois chimiquement, mais également physiquement par toutes ces activités. Donc, dans certains cas, il est absolument nécessaire d'éliminer ces sols, de les dépolluer. Et la question qui se pose derrière, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre à la place, quoi. Donc on se retrouve avec des parcelles qu'il faut effectivement restaurer d'une façon ou d'une autre. Et une stratégie possible qui a été développée notamment par l'Université de Lorraine, c'est de dire on va réutiliser en fait des déchets pour construire de nouveaux sols qu'on va remettre sur le site en question. Donc ici, il y a un modèle de sol construit qui a été développé, qui utilise, on voit ici, un mélange en fait de terre industrielle donc, qui a été traitée par désorption thermique, c'est-à-dire qui a été dépolluée, notamment pour tous les polluants organiques, comme l'a montré Corinne, et qui est mélangé donc ensuite avec des sous-produits papetiers, donc qui apportent la matière organique, si vous voulez. La terre désorbée est essentiellement minérale. Donc on reconstitue un espèce d'horizon. Je ne sais pas si on peut parler d'horizon, il y a beaucoup de pédologues dans la salle. Donc, en tout cas, on construit quelque chose qui est organo-minéral. Et puis par-dessus, on remet une couche de compost de déchets verts, en fait, qui sont également des choses qui sont considérées comme des déchets. Alors en dessous, on peut éventuellement mettre une couche plus ou moins imperméabilisante et qui permet également de restituer de l'eau au système. Donc voilà, en profil, quand on fait un profil de sol, ça donne à peu près ça. Donc on a une couche très noire en surface qui est constituée de compost de déchets verts. Ensuite, ce fameux mélange de produits papetiers terre industrielle. Puis au fond, c'est bouts de papette purs. Donc voilà, donc ça c'est une possibilité. Et donc on a essayé nous ce qu'on a fait dans ce projet Biotechnosol, en fait, c'est de savoir si dans ce projet de restauration par ce type de construction de sol, on avait une restauration biologique qui était effective. Donc, quand on a un système d'origine qui peut être dégradé, donc la question c'est de savoir si on revient au système d'origine ou si on a un nouvel écosystème en fait, qui se met en place. Et donc nous, au niveau biologique, on a regardé deux aspects, un aspect structure des communautés, donc en utilisant un certain nombre d'organismes qui sont présents dans le sol, qu'on pourrait qualifier d'indicateurs, donc en allant des plus petits, donc bactéries, mycorhizes, donc microbiens, en passant par les nématodes qui sont des petits vers, la mésofaune, donc collemboles, et puis la macrofaune en allant jusqu'au lombric. Et puis également, on a essayé de regarder des aspects plus fonctionnels, c'est-à-dire notamment, par exemple, la production de biomasse, l'enracinement de la végétation, et puis également un certain nombre d'aspects sur les associations organo-minérales qui pouvaient se mettre en place dans ces sols. Donc, les questions qui sont posées, c'est quelle biodiversité dans ce nouveau sol qui est créé? Quelle est sa dynamique? Donc, sur une période de temps relativement courte, hein, on a travaillé sur 4 ans. Et est-ce que cette dynamique, est-ce que cette biodiversité peut permettre d'assurer le fonctionnement de ce nouveau sol pour donc assurer les fonctions qui lui sont destinées. Donc juste quelques photos pour vous présenter un petit peu comment ça s'est passé. Donc ici vous avez le substrat, je n'ose pas parler de sol, qui était présent en 2000. Donc qui a été décapé, qui a été traité, et puis ici donc on a mis en place du technosol, donc sur une parcelle d'1 hectare, et puis vous voyez son évolution paysagère. Donc alors par-dessus on a semé des plantes, on a semé du raigrasse, du dactyle, puis une troisième dont je ne me souviens plus du nom, et donc vous voyez l'évolution paysagère au cours du temps.
au cours du projet, sachant qu'on s'est contenté ici simplement tous les ans de couper, en fait, de tondre plus ou moins, on va dire, cette parcelle. Donc, je vais vous présenter quelques résultats très focalisés sur certains indicateurs. Vous retrouvez ici les échelles en fait correspondant aux organismes qui ont été étudiés, donc des nématodes, des colamboles, des vers de terre. Alors j'ai mis une biodiversité retrouvée, effectivement, parce que on a été relativement impressionnés. Je pense que ça, on a tous été très étonnés en fait par la capacité du système à retrouver des organismes. Alors on peut regarder ça sur les nématodes, vous voyez qu'on est sur une courbe ascendante puis qui commence à stagner, ensuite également sur des colamboles et puis sur des vers de terre où on voit qu'on a une explosion de population au bout de 2 ans. Alors la différence entre rouge et bleu, c'est simplement qu'il y a une petite différence sur 2 technosols qui sont un tout petit peu différents sur la parcelle, mais vous voyez que les dynamiques sont à peu près similaires. Alors, si on essaie de comparer par rapport à des valeurs de référence qu'on a pu obtenir sur d'autres projets, et notamment sur des prairies, dans des systèmes agricoles, plus naturels, on va dire. Et d'ailleurs, à ce titre, je remercie les actions très structurantes de l'ADEME à ce niveau-là pour acquérir des données sur les indicateurs du sol et notamment les programmes bioindicateurs qui ont été mis en place. Si on regarde un petit peu ces données, on voit qu'on est à des valeurs en fait, qui sont à peu près similaires en termes d'abondance ici, que ce soit sur les nématodes, que ce soit sur les colamboles, on est même bien supérieur sur les colamboles, ou que ce soit sur le nombre d'espèces qu'on peut trouver de vers de terre sur le site, on est sur des valeurs qui sont similaires à ce qu'on peut trouver dans des prairies naturelles ici en Bretagne. Donc on a été vraiment très étonnés en fait, par la capacité du système à contenir cette biodiversité en si peu de temps. Alors l'autre aspect, c'est l'aspect fonctionnel. Donc ce qu'on a pu voir, c'est effectivement, on a fait des fosses par exemple. Ici je vous présente un résultat de différentes fosses qui ont été effectuées, où on a mesuré dans la profondeur du sol la capacité d'enracinement des végétaux. Et donc tous les points noirs que vous voyez là, en fait, c'est des petites traces de végétaux qui ont pu être trouvées. Et on voit qu'on a un très très bon enracinement végétal qui se met en place. Et c'est confirmé également par des travaux sur les associations organominérales qui se mettent en place dans les sols, où on voit très bien qu'on a une incorporation des matières organiques au sein des matières minérales au sein des matières organiques. L'inverse est vrai également. Notamment par les organismes qui vivent dans le sol, avec une action très structurante de la rhizosphère, bien entendu, mais également de l'activité biologique de la macrofaune également. Alors la conclusion, c'est que oui, il est possible de restaurer biologiquement des sols avec des déchets et des sous-produits, que la colonisation par les organismes du sol elle est relativement rapide et que la refonctionnalisation du sol elle est effective. Alors les valorisations qu'on peut attendre de ce travail, si on essaie de généraliser un petit peu, ce qui se fait actuellement la plupart du temps quand on fait de la restauration de sites pollués, c'est qu'on va aller finalement réutiliser des terres qu'on va prélever ailleurs pour restaurer des sites qui ont été anciennement pollués. Donc là, c'est quand même une très très bonne alternative, nous semble-t-il, à l'utilisation massive de ressources naturelles pour restaurer des sites. C'est également une pertinence économique parce qu'on va réutiliser des matériaux qui sont difficilement valorisables par ailleurs. Et puis surtout qui sont prélevés localement, qui peuvent être réutilisés localement. Donc on peut également avoir des filières qui se mettent en place qui sont relativement intéressantes. Et puis l'autre point, je pense qu'on peut faire ressortir de ce travail, c'est peut-être la nécessité de faire évoluer la réglementation. Alors
Je ne sais pas si c'est une nécessité, mais en tout cas c'est un questionnement, puisque actuellement la réutilisation de ce type de matériaux est quand même assez complexe, ne serait-ce que par le statut de déchet actuellement de ces matériaux. Et donc c'est géré au cas par cas. Et si bien que, bon, par exemple, pour ce projet, on a eu l'aide de l'Adréal qui a suivi le projet, qui nous a beaucoup aidé, mais on a dû quand même, c'était assez complexe à mettre en place. Et donc, effectivement, si on veut que ce type de démarche se développe, il faut peut-être faire évoluer un petit peu, alors je ne sais pas si c'est la réglementation, mais en tout cas, les usages, en tout cas, il y a une réflexion à avoir à ce niveau-là, me semble-t-il. Juste quelques, ça c'est juste le teasing pour le poster que vous pouvez voir dans l'entrée. Donc on a étudié bien d'autres aspects sur ce projet. Donc ici notamment, on a beaucoup travaillé sur les aspects genèse des sols, et on voit également, par exemple sur ces technosols, qu'on a des sous-horizons qui se mettent en place. Donc on a une vraie pédogénèse qui se met en place, qui est assez rapide. Donc ça, c'était aussi des résultats qui étaient assez intéressants. On peut voir aussi des dynamiques, ici des nématodes en profondeur. Et puis comme on est sur une parcelle d'1 hectare, on a pu également observer des dynamiques spatiales, c'est-à-dire comment se fait cette colonisation. Est-ce qu'elle se fait plutôt par l'extérieur notamment. Et on peut voir ici par exemple sur les colamboles, ici sur ce petit schéma qui représente la parcelle, donc avec les différents points qui sont échantillonnés, qu'on a une colonisation qui semble relativement centripète. Et puis on peut voir également cette colonisation dans le temps et spatialement ici pour la macrofaune notamment. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour, Sophie Raoult, IRD de Normandie. J'avais une petite question sur, est-ce que vous avez testé, ou vous avez pour objet, comme projet de tester d'autres types de matériaux que ceux que vous avez utilisés, ou d'autres associations de matériaux que les bouts de papeterie? Non. Disons que c'est un peu quand même le technosol modèle, mais évidemment, c'est un modèle, quoi. Donc, on peut imaginer qu'il y ait d'autres matériaux qui puissent être utilisés, quoi. Il n'y a pas d'autres programmes dont tu aurais connaissance? Alors, il faudrait demander à mes collègues de l'Université de Lorraine, donc Christophe, parce que moi j'ai quitté en fait l'université depuis un certain temps. Très rapidement, pour venir en soutien à Jérôme, effectivement, il y a depuis 4 ans un autre projet qui a pris, pas la suite, mais qui s'est fait en parallèle au projet Biotechnosol, qui est le projet CITER, qui est financé par l'ADEME. Et dans le contexte du projet CITER, on a travaillé en partant du catalogue européen des déchets, donc c'est plus de 800 déchets, pour arriver à sélectionner 11 déchets éligibles pour différents critères, que je ne vais pas citer ici, pour de la construction de sol. Et dans le contexte du projet, on a donc travailler ensuite sur la formulation, donc les mélanges de ces différents déchets et sous-produits pour arriver à des matériaux, je vais oser dire matériaux terreux, qu'on a testé tant au laboratoire que sur le terrain pour de la végétalisation avec des strates herbacées mais aussi avec des arbres dans différents contextes climatiques, d'ailleurs sur la station expérimentale du GISFI à Aumécourt mais aussi à Angers, à Gros Campus Ouest. Donc il y a toute une série de partenaires dans le projet. Et ce projet va, je l'espère, on est en cours de rédaction d'un ouvrage qui sera disponible l'année prochaine pour décrire l'ensemble de ça. C'est-à-dire qu'en gros, le projet dont a parlé Jérôme, c'est des travaux qui ont été mis en place dans le cadre d'une thèse avec une collaboration industrielle avant le projet Biotechnosol GESOL, il y a bien des années maintenant. Et donc là, on avait pris le parti de travailler sur des matériaux qui étaient des gisements locaux, etc. Donc il n'y avait pas quelque part pas de généricité parce qu'on travaille sur un modèle de construction de sol, alors qu'aujourd'hui on a développé un modèle dans le projet CITER qui permet de travailler sur de l'optimisation de mélange dans des objectifs donnés. Merci. On prend encore 2 petites questions là.
Oui, bonjour, Xavier Sallucci, Société Celesta Lab. J'ai été très surpris dans votre profil de sol de voir effectivement les sous-produits papetiers, la boue. Enfin, je ne sais pas si c'est de la boue à 1,20 m de profondeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce produit, sa charge organique? Pour moi, je l'aurais vu plus en surface ou dans le mélange, et plus une couche drainante en profondeur. Donc voilà, sur l'origine un petit peu de ce produit et sa composition et son évolution, parce que je ne vois pas comment ça peut survivre comme ça dans le sol. Ouais, en fait, il a été choisi tout simplement pour son aspect matière organique, tout simplement. Donc l'idée, c'est que si on réutilise uniquement, alors je vais peut-être remettre voilà. Si on utilise uniquement de la terre industrielle traitée, on a pratiquement plus que de la matière minérale. Donc il est très, très difficile de mettre en place une couche, on va dire, organo-minérale avec uniquement de la matière minérale. Donc l'idée, c'est effectivement de mélanger de la matière organique avec de la matière minérale, tout simplement. Oui. Et alors la sous-couche, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est ici, c'est pour différentes raisons, mais la raison principale, c'est que ça retient l'eau, tout simplement, et donc ça permet également au système, dans des conditions hydriques défavorables, en été par exemple, de conserver l'eau. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus que ces terres industrielles traitées, elles ont été désorbées thermiquement, mais il peut y avoir encore quelques petits résidus de polluants métalliques notamment, qui n'ont pas été traités par désorption thermique, et ça évite aussi à ces métaux de passer aussi plus profondément, quoi. Voilà. Je comprends l'apport de matière organique, mais c'est une matière organique quand même spécifique, qui est très active, et j'aurais plus vu en mélange quelque chose de plus stable, de plus stabilisé, comme le compost que vous avez mis au départ, voilà. Donc ça me paraît être quelque chose de très, très instable biologiquement, ou très réactif. Donc je suis très surpris. Oui, ça c'est sûr que ça marche. C'est sûr que c'est sûr que c'est très réactif, et on voit d'ailleurs en tout début de pédogénèse, ça c'est les travaux de Geoffroy Serré qui ont montré ça, qu'il y a effectivement une évolution très rapide du système en début, chimiquement notamment. Donc c'est sûr, mais bon voilà, c'est aussi l'idée, c'était aussi de développer une filière, je pense, pour ce type de produit derrière. Dernière question. Oui, j'ai une question parce que vous avez dit que vous avez sommé. Est-ce que vous avez choisi des espèces qui sont spécifiques pour ce type de sol, ou juste des pelouses comme... Alors on n'a pas choisi des espèces, en fait, on a juste regardé ce qu'il y avait dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas introduit d'espèces particulières. Par contre, les indicateurs... Le semis, Ah, pardon, j'avais pas entendu. Oui, on a, alors de mémoire, c'est réggrasse, dactyle, alors la troisième, je ne me rappelle jamais, fétuque, voilà. Donc effectivement, on a fait un semis très classique, en fait, de plantes prairiales, quoi. Voilà, mais bon, après, ce système n'a pas été ressemé, donc ça veut dire qu'il y a certainement d'autres plantes qui ont colonisé. D'ailleurs, bon, il y a des travaux qui ont été menés et qui ont montré qu'il y a une diversification du couvert végétal qui se met en place au cours du temps. Okay, bon, merci. On a à peu près un quart d'heure de discussion générale. Donc il y avait quelques personnes qui étaient frustrées dans la salle. Donc il y a 3 personnes. Donc on va éviter d'avoir des frustrés. Donc il y a le micro là-haut, donc vous pouvez poser vos questions. Si vous essayez d'élargir la question et poser des questions transversales à l'ensemble des présentations, ça serait idéal. Bonjour à tous, Sandboxing Société Valorise. Désolé, ma question est relativement peut-être un peu ciblée par rapport à la présentation d'Isabelle. Mais peut-être que ça peut peut-être aussi interpeller sur peut-être aussi la vision par rapport à tout ce qui est culture à vocation énergétique sur des sols notamment à valoriser. Et ma question en fait est-ce qu'aujourd'hui, Isabelle, est-ce qu'on a un recul par rapport notamment à deux éléments? Le premier, effectivement, le devenir en fait
pas le devenir, mais en fait, quel est effectivement au regard de la nature, en fait, du matériau végétal qu'on met sur ces parcelles. Et est-ce qu'on a un recul par rapport à la phase après exploitation? Parce que de toute façon, c'est des cultures qui ont vocation à être récoltées. Est-ce que cette récolte-là a un impact à un moment ou à un autre, en fait, sur les paramètres que vous avez observés, notamment la biodisponibilité d'un certain nombre de métaux? Et peut-être aussi la question sous-jacente, notamment sur la question de spéciation de ces métaux-là, ou aussi la séquestration différentielle entre les parties aériennes et les parties racinaires. Voilà. Merci par avance. Ok. Un recul non sur les sols contaminés par rapport à Miscanthus. Miscanthus, logiquement, c'est une vingtaine d'années. Donc, on a des reculs sur des sols non contaminés, mais sur des sols contaminés, moi, j'en connais pas encore. Et sur des modifications de spéciation, oui, de toute façon. Dans un sol non contaminé, il y a aussi des métaux et une plante va de toute façon modifier la spéciation. Là, on va observer des modifications de spéciation. Ce qu'on a suivi, c'est le passage des métaux dans la plante. C'est pour ça que je disais il y a une biodisponibilité, ça rentre pas beaucoup, mais ça rentre quand même. Ça peut largement suivre avec nos outils, à la fois dans les feuilles, les tiges et dans le rhizome et dans les racines. Et on sait que Miscanthus, par exemple, c'est une plante qui stocke au moment de la sénescence l'azote dans le rhizome, donc qui garde l'azote dans le sol. Une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que les métaux suivent aussi ce mouvement, vont dans la tige pendant la croissance et puis redescendent dans le rhizome ensuite. En fait, non, les métaux passent, mais ensuite restent dans la tige. Ça veut dire que quand on les récolte, du coup, ils sont quand même enlevés, mais c'est des pouillèmes, mais ils sont quand même enlevés. Mais ça n'empêche qu'il y en a quand même dans le rhizome, donc il y a de toute façon une modification de spéciation dans le sol, etc. Donc oui, je ne sais pas jusqu'où je peux aller dans la discussion sur la spéciation, mais il y a des modifications de spéciation. Changement de spéciation. Sur le projet qu'on avait, on n'a pas vu de modification significative de la disponibilité, je dirais, parce qu'on n'a pas travaillé sur la spéciation, mais sur les fractions des métaux. La contamination en métaux était plus faible que celle des polluants organiques et on a vu peu d'évolution au cours du temps. Et un transfert vers les plantes, mais qui n'atteignait pas des concentrations toxiques. Oui, Claude Foulon, transfert de technologie. Finalement, on a parlé du Miscanthus. Je comprends que sur le plan industriel, c'est une plante qui est intéressante. On peut faire deux pierres deux coups, mais il y a de nombreuses plantes qui piègent les métaux lourds. Et on a parlé, monsieur a parlé aussi du raigrasse ou des fétuques. Alors je suis un peu étonné qu'on ne parle pas de toutes ces plantes qui existent sur le marché. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Il y a des travaux qui ont pour objectif de prendre des plantes plus spécifiques pour extraire les métaux. Et maintenant, c'est des travaux qui se poursuivent à l'Université de Lorraine, de même réextraire les métaux qui sont dans les plantes pour faire ce qu'on appelle du phytomining ou même de l'agromine. Donc d'avoir une filière qui utilise les végétaux pour extraire et ensuite récupérer les métaux. Je rajouterais simplement, c'est vraiment un objectif différent. Si par exemple, ce que j'ai présenté, effectivement, c'est Miscanthus. À la limite, ça aurait pu être, entre guillemets, n'importe quelle autre plante. L'idée de Résacor, c'était vraiment, on a des sols dans lesquels la contamination est faible, mais on remet en cause de part et d'autre leur vocation alimentaire. Que font les agriculteurs? Donc, ces plantes à vocation énergétique étaient à la mode à cette l'idée, c'est, bien sûr, il y a beaucoup de choses sur les plantes, on peut dire beaucoup de choses sur les plantes. Là, c'était s'occuper du sol. Qu'est-ce qu'on fait sur le sol? Est-ce qu'en donnant ce conseil-là à l'agriculteur, plantez donc quelque chose de non alimentaire, est-ce qu'on ne fait pas plus de mal que de bien en donnant ce conseil? Voilà. Donc, c'était ça. L'objectif de phytoremédiation, pour moi, c'est vraiment autre chose. C'est une autre vision. Voilà. Il y a une personne qui souhaitait poser une question tout à l'heure, là, je ne sais pas si... Oui, c'était un peu en lien avec ce que vous parlez, la phytoextraction. Je voulais savoir si du coup vous avez testé avec vos plantes s'il y avait donc il n'y a pas de conséquences sur les HAP, mais est-ce qu'il y avait d'autres conséquences sur les autres métaux par exemple?
Et question connexe, où ça en est du coup tous ces développements de la phytoextraction et du phytomining? Projet sur lequel on a travaillé, effectivement, on n'a pas vu de phytoextraction de métaux. On était dans des concentrations en métaux qui n'étaient pas très élevées et qui étaient assez peu disponibles. Et on a eu du mal à faire pousser les plantes qu'on avait choisies, les plantes hyperaccumulatrices qu'on avait choisies. Donc on ne peut pas vraiment exploiter ce résultat. Mais il y a d'autres travaux qui se poursuivent actuellement, notamment en collaboration entre le laboratoire Sol et Environnement, donc Christophe pourrait aussi en dire quelques mots, en collaboration avec un autre laboratoire, le LRGP de Nancy, qui a pour but d'utiliser des plantes hyperaccumulatrices de métaux pour extraire des métaux, notamment comme le nickel, mais également d'autres métaux, voire même des terres rares, et ensuite de les réextraire de la plante, c'est-à-dire, puisque la question qu'on pose quand on veut faire de la phytoextraction, c'est qu'est-ce qu'on fait de la végétation et de la biomasse. Eh bien, il y a effectivement maintenant des travaux qui se poursuivent pour essayer de valoriser cette biomasse de végétation contenant des concentrations élevées en métaux. Mais peut-être que Christophe veut compléter. Ouais, éventuellement, Christophe Schwartz, Université de Lorraine, Laboratoire Sol et Environnement. Effectivement, Corinne a pratiquement tout dit. Je pense que on sait aujourd'hui qu'il y a des espèces végétales qui ont la capacité à hyper accumuler des métaux dans leurs tissus, en particulier dans les parties aériennes. Ça, c'est un acquis. Ensuite, on sait aussi que cette hyperaccumulation, elle dépend fortement des propriétés du sol. Une plante hyperaccumulatrice, certes, elle hyperaccumule, mais cette hyperaccumulation dépend aussi de propriétés physico-chimiques du sol, même de propriétés physiques. Donc on ne peut pas faire de la phytoextraction partout, c'est-à-dire que ce n'est pas une solution miracle. Néanmoins, dans certaines conditions, on a aussi démontré aujourd'hui qu'on peut avoir des extractions de métaux, de nickel ou de zinc, voire d'autres éléments qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilos à l'hectare. Et derrière, effectivement, on est actuellement dans des travaux en collaboration, en partenariat, en particulier au sein du GISFI, mais aussi avec d'autres partenaires au niveau international, pour développer une filière qui démarre depuis les cultures, les itinéraires culturaux de ces végétaux. Là, on est dans de l'agronomie, sur des sites, alors qui peuvent être des sites industriels, mais qui peuvent aussi être des sites agricoles où la pollution est plus diffuse, et donc de manière extensive, on va prélever les métaux avec les plantes, récolter des métaux et derrière aller intégrer les biomasses dans des procédés de métallurgie, d'hydrométallurgie ou de pyrométallurgie qui permettent de dégager du métal pur, qui peut d'ailleurs aussi avoir par certains procédés sur lesquels on a travaillé en collaboration en particulier avec le LRGP et des collègues au Québec, donc des métaux qui peuvent avoir des sels métalliques qui peuvent être très purs et avoir des applications industrielles, j'allais dire très rentables. Donc on est vraiment là dans les développements de filières. Donc on était il y a quelques années dans des curiosités botaniques avec des espèces hyperaccumulatrices et aujourd'hui on est dans la voie des applications industrielles. Heureusement, Corinne avait tout dit, parce que sinon... Gilles Landrieux, Parcs nationaux de France, une question pour Technosol. Je fais le rapprochement entre ce que vous avez montré sur la recolonisation biologique du sol avec ce qui nous a été montré hier sur ce que devient un sol qui a été labouré pendant très longtemps et sur lequel on arrête le labour, et où on se rendait compte hier qu'il fallait beaucoup d'années pour que les colamboles et autres animaux recolonisent le sol. Donc j'ai le sentiment, surtout quand je vois le diagramme de recolonisation, un des derniers que vous avez projeté, que l'environnement du site est très important, puisque la recolonisation, on voit très bien qu'elle se fait par les bords. Et donc il ne faut pas que la parcelle soit trop grande. Il faut qu'il reste un environnement qui ne soit pas trop perturbé autour pour que ça fonctionne bien, non ? Alors le contexte effectivement est très important. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que si on était au milieu de la Beauce, par exemple, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes résultats. C'est possible. J'en sais rien en fait, parce que je ne l'ai pas testé. Mais ce que ça met en évidence, par contre, de façon assez importante, c'est que là, on est quand même au milieu d'une friche industrielle. On est dans des zones plus ou moins urbanisées, avec un contexte autour qui est périurbain, on va dire.
Là où on pense généralement que les systèmes urbains sont des systèmes qui sont dépourvus de biodiversité, et notamment au niveau des sols. Et en fait, à travers ce type de projet, on se rend compte que ce ne sont certainement pas les milieux qui sont finalement là où il y a le moins de biodiversité, quoi. Donc le problème de biodiversité dans les sols est peut-être ailleurs, quoi. Moi, je veux juste rajouter quelque chose, c'est que dans le cas, enfin, c'est complexe que vous avez pointé du doigt. Et en fait, moi, je raisonne. Alors, il y a effectivement l'aspect paysage autour, je pense, et il y a aussi l'aspect poison et contrepoison, c'est-à-dire qu'on a des sols pollués avec des polluants, mais il y a le contrepoison, c'est la matière organique, hein, qui est un liant, qui est un complexant, qui est un ligand, et qui en plus est une ressource trophique pour les organismes. Donc, plus il y aura de matière organique, plus il y en a qui reviendront, hein. Donc, je pense que c'est voilà, il y a ces deux choses-là à comparer dans un sol. Et par exemple, là, comme moi j'ai montré x10 en retour d'animaux, c'était le sol qui était le plus riche en matière organique. Et le x3, c'était celui qui était le moins riche, par exemple. Il y a juste une dernière question courte, si vous voulez. Non, c'est Amiel Boulmore, Rio Tinto. En fait, c'est un commentaire général et je pense qu'on peut en discuter avec les intervenants à la session poster. Des choses très excitantes et intéressantes, phytoextraction ou phytotraitement, phytomining, biomining, reconstruction de sol. Ça fait 30 ans qu'on fait ça dans l'industrie, donc je vous invite à venir me parler parce qu'on a beaucoup d'informations pour vous. Par contre, on est très très loin de pouvoir dire qu'il y a une application industrielle pour le biomining. Il y a encore beaucoup de chemin à faire au niveau business case, on est à des années-lumière quand même. Mais peut-être que dans 10-20 ans, ce sera applicable. Donc, je vous rappelle qu'il y a une session poster très riche par rapport aux projets qui sont présentés. Il y a 2 ou 3 posters par projet. Oui, très bien. Il me reste à vous remercier pour vos questions et à souligner des présentations qui finalement illustrent toutes les possibilités qu'il existe en termes de réutilisation alternative des cités sols pollués, au-delà de la simple réurbanisation de ces cités sols pollués, qui reste un objectif souhaitable, mais on voit bien qu'il y a plein d'autres pistes. Merci beaucoup.